Salut, on parle livre aujourd'hui. Mais que livre? Et d'art, on va parler d'un peu d'art. Ouais, j'ai osé faire cette blague-là. Donc j'ai dit qu'on parlait livre et on parle art parce qu'aujourd'hui on va parler de ce livre-là. Donc de Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle, qui est sorti en 1998. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et on parle d'art parce que il y a ce tableau, entre autres. Alors de quoi ça parle? Ça se passe au XVIIe siècle aux Pays-Bas, donc à l'époque on les appelait les Provinces-Unies, et on suit les aventures de la jeune héroïne Griet. Ça s'écrit G-R-I-E-T, donc je ne sais pas parler néerlandais, pardon pour les néerlandais, hein, je suis désolée. Et en fait, cette jeune fille-là fait partie d'une famille protestante qui vit à Delft. Delft, c'est une petite ville des Pays-Bas qui est très très connue, notamment pour sa faïencerie, bleue et blanche d'ailleurs. Et donc elle vit dans, voilà, elle a une famille protestante. Son père a eu un accident de travail justement à la faïencerie, donc il ne peut plus travailler, ce qui fait son extrêmement pauvre. Et un jour où elle était dans sa cuisine tranquillement en train de cuisiner, et ben il y a un couple riche qui est arrivé et qui a dit qu'elle ferait l'affaire, et en fait elle se retrouve embauchée dans une famille papiste, c'est-à-dire catholique, en tant que servante. Voilà, donc Grit a 16 ans, elle part vivre la semaine dans cette famille-là, dans cette famille papiste, et elle va découvrir un petit peu comment vivent finalement les catholiques. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, peut-être aussi dans les faits, les familles protestantes sont assez connues pour être très sobres, pour ne pas faire de chichi, ne pas avoir de choses, comme on pourrait dire, superficielles, alors que là, elle va arriver dans une maison où il y a des tableaux partout sur les murs, les vêtements sont beaucoup plus opulents, sont beaucoup plus riches, on va dire, et elle, c'est un peu compliqué au départ. Donc voilà. Dans cette famille-là, donc au départ, il y a 5 ou 6 enfants, elle doit un petit peu s'en occuper, même si c'est pas son rôle principal, et elle va savoir attribuer comme tâche de s'occuper de l'atelier du maître de maison. Et en fait, elle va comprendre très rapidement que le maître de cette maison n'est autre que le peintre Johannes Vermeer. Voilà. Et du coup, en fait, ça va être sa relation avec ce peintre-là, qui va être un petit peu ambiguë, des fois un petit peu... Elle est hypnotisée par cet homme-là. Et puis la relation par rapport à la famille, par rapport à ce qu'elle attend de la vie et tout ça, et c'était vraiment un livre sympa à lire en tout cas. Voilà, donc je vous le conseille, parce que d'un point de vue historique c'est intéressant aussi, puisque comme je vous le disais, donc ça se passe au XVIIe siècle aux Pays-Bas, et à ce moment-là, il se pourrait que la France, étonnamment, avait quelques velléités de conquête de territoire sur les Provinces-Unies, menées par Louis XIV, et aussi il y avait des soucis entre les Pays-Bas et l'Angleterre par rapport à une succession de trône, notamment avec Guillaume d'Orange. Donc voilà, un contexte assez troublé, il y avait encore des petits relents de peste aussi de temps en temps. Enfin bref, c'était encore une fois la bonne ambiance sur place. Ouais. Alors, puisqu'on parle d'art, j'ai envie de vous parler de Johannes Vermeer, forcément. C'est un nom qu'on... Moi j'y pense pas forcément quand on me demande de citer des peintres, et pourtant il y a une peinture que tout le monde connaît, c'est celle-là. Et oui, c'est bien lui qui a peint La Laitière en 1658, ouais je voulais bien la tête. En 1658 il a peint La Laitière, et qui depuis est très très connu, notamment pour la publicité. Donc il a peint aussi forcément La jeune fille à la perle, qu'on retrouve ici, qui est légèrement le titre en plus du roman. Et il a peint La vue de Delphes. Alors, mais déjà, qui est Vermeer? Vermeer est né et mort à Delphes, parce qu'à l'époque, on avait vachement le sens du voyage. Et donc, au XVIIe siècle, il fait partie du mouvement baroque qui est représenté surtout par le Caravage, qui a peint notamment Attendez, je cherche le titre. Judith décapitant Holoferne, ce tableau-là, qui est quand même vachement sympa. Même si je le trouve très très fort, c'est vrai que... une grosse claque dans la figure. Donc représenté par le Caravage et par Rubens, qui a peint notamment La chasse au tir et l'enlèvement des filles de Leucippe. J'espère que je prononce correctement, sinon vous me direz. Donc voilà, donc ça c'était surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. Et Vermeer aussi a été influencé par deux choses, l'école caravagesque d'Utrecht, j'espère que je prononce correctement, sinon c'est Utrecht,
E-C-H-T. Je connais pas. Donc on va dire l'école caravagesque d'Utrecht. Et en fait, cette école-là, c'est un groupement de peintres qui sont allés en Italie et qui ont qui ont été grandement influencés par les œuvres du Caravage. Donc il a été influencé par eux et par Peter de Hooch, qui fait partie aussi du mouvement baroque, et qui est un maître dans ce qu'on appelle la scène de genre, si je me trompe pas, je préfère vérifier. La scène de genre, c'est un type de tableau qui à l'époque, c'était un peu... C'était pas les grands tableaux en fait, hein, c'était pas très estimé. Les scènes de genre en fait, ça représente des scènes de la vie quotidienne, des scènes familières, anodines, comme ça. Et puis des fois les titres vont très bien avec le tableau. Donc Peter de Hooch, il a peint femme lassant son corsage près d'un berceau, donc ce tableau-là, et l'autre c'est femme dans un jardin. Voilà. Donc vous voyez, ça reste des scènes très anodines, on n'a pas... c'est pas la nuit étoilée de Van Gogh, c'est pas des tableaux comme ça, c'est vraiment voilà, des scènes de la vie quotidienne, et Vermeer en a peint quelques-unes aussi. Il a peint beaucoup de scènes, mais en fait, Vermeer était connu pour ne pas être un peintre très... comment dire... Il n'a pas peint beaucoup de tableaux, en fait. Il était considéré comme un peintre très lent. Il faisait 2 à 3 peintures par an, c'est tout. Alors que d'autres étaient plus prolifiques. En fait, on estime son œuvre à 45 voire 60 œuvres réalisées, mais c'est tout. Et elle n'a pas fait plus en fait. Donc on en trouve très peu. Il n'a pas eu beaucoup de notoriété de son vivant parce qu'en fait sa sphère de notoriété était simplement à Delft et aux alentours. C'était pas au-delà, c'est qu'on a retrouvé ses tableaux, on a commencé à réellement l'apprécier, il a commencé à avoir du succès qu'au XIXe siècle, grâce à des recherches, grâce à des articles, et là effectivement les tableaux se sont arrachés. Mais avant c'était pas le cas, même il est mort dans une pauvreté, dans un grand désespoir, parce que notamment avec l'arrivée des Français aux Pays-Bas, ils ont mis en place une espèce de technique pour ralentir l'arrivée des Français, c'est-à-dire qu'ils ont inondé les champs. Je vous rappelle, les Pays-Bas c'est en dessous du niveau de la mer, donc en fait ils ont laissé l'eau aller sur les champs pour stopper l'arrivée des Français, sauf qu'en fait tous ceux qui avaient des fermages et tout ça, ils n'ont pas pu récupérer l'argent et tout ça. Et en fait, la famille Vermeer s'est retrouvée endettée du côté de sa femme, Katharina, celle et sa mère qui avaient les fermages. Et lui, de son côté, en plus, il avait hérité d'une auberge criblée de dettes également. Donc voilà, il est mort de désespoir, laissant sa femme élever seule 11 enfants. Ouais. Voilà, donc Vermeer fait partie de ces peintres qui n'ont pas beaucoup percé, malheureusement, de leur vivant, mais qui maintenant sont très connus, notamment grâce au tableau que je vous ai montré tout à l'heure, La Laitière. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce roman-là, qui franchement est bien. En plus, Tracy Chevalier, c'est le 3e roman que je lis d'elle. Les autres feront peut-être l'objet d'une vidéo plus longue, donc celle du vendredi en fait, parce que là, autant voilà, le contexte historique, ça se fait un petit peu vite fait. Je vous ai présenté le peintre, et dans les autres romans c'est plus historique, avec un focus à chaque fois je trouve sur... il y a un côté très artistique en fait. C'est-à-dire que là donc forcément c'est la peinture, c'est Vermeer, c'est les couleurs, la lumière, la façon de voir les choses et tout ça, parce que Grit en fait dans le roman, elle a une vision très particulière de la vie, de la beauté aussi en fait, de ce qui va pas, l'association de couleurs et tout ça, et elle le fait très instinctivement, ce qui est sympa à lire. Par exemple, dans un autre que j'ai lu, c'est La Dernière Fugitive, dont je parlerai plus tard. Mais il y a un gros focus sur les quilts. Donc en Angleterre on dit les quilts et aux États-Unis on dit les patchwork. Voilà, et on apprend plein de choses sur ce type d'art. C'est là aussi je trouve, hein. Déjà rien que pour la patience de le faire. Et aussi par exemple dans Prodigieuse créature, là c'est plus sur les fossiles, mais même il y a un petit côté artistique. À quoi ça ressemble, la découverte et tout ça. Enfin bref, je reviendrai dessus de toute façon plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à ne pas le lire. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Salut!